on passe d'un extrême à l'autre, hein, c'est-à-dire que la vape est arrivée de façon totalement inattendue, et donc elle est arrivée, moi je dis souvent freeride, c'est-à-dire sans aucune législation, aucune réglementation. Les choses se sont faites, les consommateurs se sont saisis du sujet, et il s'est passé ce qui s'est passé, donc un succès a priori relatif, on parlait des chiffres tout à l'heure, et beaucoup de corps ne se sont pas vraiment rendus compte de ce qui se passait, puis jusque l'Europe est arrivée avec une TPD, et puis ensuite la France a dû transposer cette TPD. Et là, on est dans l'autre extrême, c'est-à-dire l'interdiction quasi totale de publicité, de promotion, de propagande. Pour essayer d'être constructif, parce qu'on est là justement pour créer le dialogue, j'aimerais qu'on se fasse un petit plan, qu'on essaye de tous parler, enfin que vous essayiez de tous parler de façon assez courte si c'est possible, et commencer par un premier tour de table pour que vous nous expliquiez de votre point de vue, est-ce que vous savez pourquoi, pas est-ce que vous adhérez, hein, mais est-ce que vous savez pourquoi on en est là, c'est-à-dire à ce niveau d'interdiction qui s'apparente, a priori, quand on le lit comme ça de l'extérieur, aux interdictions qui sont liées au tabac. Donc Stéphane Lequet de DNF, Brice Lepoutre de l'EDUS, Jean-François Etter de l'Université de Genève et Jean Moiroux, président de la FIVAP. Stéphane, je vous laisse la parole. Merci Sébastien. Merci Sébastien, voilà ça marche. Pourquoi ça c'est un sujet dans lequel il faudrait sonder les âmes, les cœurs des parlementaires européens, de la Commission, etc. J'ai tendance à penser comme Georges Pompidou que la politique comme le droit c'est l'art du possible. Alors partons un peu de ce qui existe peut-être. Et vous l'avez dit, il y a une directive européenne de 2014, elle existe, elle interdit toutes les communications commerciales qui contribuent par leur but ou leur effet direct ou indirect à la promotion des produits de la vape. Il y a 2 points là-dessus qu'il faut noter tout de même. Elle a fait l'objet d'un consensus politique. Tout à l'heure, notre intervenante parlait de l'aspect politique de la question, puisqu'il s'agit d'un texte qui a été proposé par la Commission, qui a été adopté par le Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire par les 28 États membres, y compris le Royaume-Uni, dont vous connaissez la position plus ouverte sur la question, et par le Parlement européen, une large majorité. Donc il y a un consensus politique. Deuxièmement, il y a une validation le 4 mai 2016 par la Cour de justice de l'Union européenne. Donc si on parle de la législation européenne aujourd'hui, il n'y a pas, en tout cas dans un délai très proche, de possibilité de réécrire la directive. Et deuxièmement, et j'irai très vite, il n'y a plus de possibilité non plus sur le terrain contentieux. Donc, mais par contre, il y aura, et là Nathalie avait raison de parler de politique, il y aura naturellement une remise en cause puisque toutes les directives sont soumises à une procédure d'évaluation puis de consultation publique qui normalement devrait avoir lieu à partir de 2020 en gros. Donc c'est d'ici là, sur le terrain européen, on parlera tout à l'heure, je suppose, du terrain national. Sur le terrain européen, c'est d'ici là que les acteurs de la vape doivent s'organiser. Je sais qu'ils ont commencé à le faire. La FIVAP a créé avec d'autres structures une coordination européenne, etc. Mais ce n'est que par le lobbying à Bruxelles, tant auprès de la Commission, des parlementaires européens ou des États membres, qu'il y aura possibilité dans le délai qu'on indiquait, de remettre en question, ou en tout cas de modifier quelque peu la législation en vigueur. Donc je ne sais pas le pourquoi, mais comme aurait dit Lénine, que faire donc en tout cas, après Pompidou, il fallait citer Lénine, vous comprenez, pour équilibrer, bien entendu. Et dans cet équilibre, c'est vrai que la question, elle est surtout politique, puisque sur le terrain du droit, aujourd'hui, au niveau de l'Union européenne, la question est tranchée pour un certain nombre d'années. Ok, merci. Donc, on n'a pas de pourquoi. C'est comme ça, c'est comme ça. Il y a quand même une vraie différence entre les directives de l'Europe et ce qu'il se passe en France. Brice ? Tout à fait, oui. On peut en effet constater que la France a décidé d'appliquer plus de mesures que ce que n'exigeait l'Europe. Sur la propagande, la publicité, par exemple, ça va un petit peu plus loin. Le pourquoi, je reviens juste dessus, le pourquoi si, pour avoir beaucoup œuvré à l'époque au niveau de la Commission européenne, au niveau du Parlement européen, et
toute la partie commission, le défilé était aussi affolant de l'industrie du tabac et de l'industrie pharma à vouloir absolument museler ce produit. C'était vraiment quelque chose d'hallucinant de voir le nombre de lobbyistes de l'industrie du tabac qui étaient présents pendant les votes. Donc pourquoi ? Je pense qu'il y a eu énormément de pression mise sur les politiques afin de faire passer rapidement ce muselage du vapotage. Et y compris, c'est vrai que les premiers textes étaient surtout, comme pour ce débat-là, sur le muselage. C'était l'interdiction de propagande, de publicité. C'était vraiment quelque chose d'important. Ça s'est assoupli sur l'Europe, mais en France... Ça s'est assoupli sur l'Europe. À l'origine, ça devait devenir médicament, donc c'était une catastrophe. C'est vrai que ça s'est un peu... Sur les premiers textes, ça s'est un peu adouci, mais ça ne nous convient toujours pas. Et la France, aujourd'hui, a une position assez dure parce que l'interdiction de propagande reste quand même très vaste. On ne sait pas si les forums ne vont pas se prendre de procès, si les groupes Facebook ne vont pas se prendre de procès, si les reviewers ne vont pas se prendre de procès. L'interdiction de publicité reste totalement injuste. Je recitais encore lundi, je trouve complètement inadmissible que Isigmag ne puisse pas être vendu dans les librairies. C'est un outil qui est pratique pour des gens qui n'ont pas forcément de boutique tout près de chez eux ou qui la boutique ne distribue pas le matériel qu'il leur faut. Ils ont de l'information sur le matériel qui est sorti. Aujourd'hui, on n'a plus le droit à l'information, on n'a plus le droit aux magazines qui parlent de la vape. Aujourd'hui, c'est une grande censure de la liberté d'expression de la vape. Jean-François Hetter, pour vous, le pourquoi ? Alors le pourquoi, donc il faut se rappeler de ce qui s'est passé en 2014. En fait, la directive sur le tabac était à bout touchant et tout à coup arrive la cigarette électronique et tout le monde politique à Bruxelles a été un peu pris de court. Il fallait à toute vitesse, pour ne pas mettre en danger cette directive, rajouter quelque chose sur le tabac. Donc ça a été fait en contrevenant à toutes les procédures d'élaboration des directives sur le plan formel, c'est-à-dire on a court-circuité les procédures de consultation, on a court-circuité la consultation des parlements nationaux, on a court-circuité l'évaluation des impacts. Tout s'est fait, en somme, derrière des bureaux fermés, derrière des portes fermées au niveau de la Commission. Il y avait un premier projet du Parlement qui était très court. Ensuite, on est arrivé avec ce projet qui comporte 4 fois plus de mots au moins que le projet initial, avec toutes ces interdictions qui sont absurdes. Enfin, si on lit cet article de la directive, c'est stalinien, c'est interdiction de toute forme de communication publique ou privée qui pourrait avoir un effet direct ou indirect sur la promotion des cigarettes électroniques. C'est quelque chose qui est très disproportionné et ça a à voir peut-être avec le travail des lobbyistes. Enfin, en tout cas, ça s'est passé derrière des portes closes. Ils se sont peut-être pas non plus fait conseiller de la manière la plus optimale. Je me souviens d'avoir été auditionné par le Parlement européen à cette époque-là. Il y avait dans la même session l'OMS. L'OMS a fait une présentation qui était incroyable, incroyablement biaisée sur la cigarette électronique à ce moment-là. Ça a eu son influence aussi, donc il y a quand même le rôle de l'OMS là-dedans. Voilà, c'est une question de procédure et de non-respect des formes, en somme. Donc on est quasiment sur une notion de bug complet sur les procédures. Je ne sais pas si c'est un bug, parce que le bug, il est involontaire. Là, est-ce que c'était vraiment totalement involontaire ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu quand même retarder un petit peu pour avoir une consultation un peu plus large, tenir compte d'un plus grand nombre d'avis, plutôt que d'agir dans la précipitation comme ça ? On aurait peut-être pu, s'il y avait eu une volonté qui a manqué. C'est vrai qu'en plus ça s'était passé de manière très précipitée parce qu'à l'origine le texte de Linda McEwen voulait la médicalisation de la cigarette électronique. On s'est tous battus contre cette médicalisation. Le Parlement européen a voté majoritairement non à la médicalisation et la Commission européenne dans son petit coin s'est réattribué le dossier, a dit on va lui mettre les mêmes règles que le tabac et c'est parti, c'est pesé. Si Brice me permet, en droit, la Commission européenne ne se réapproprie pas le projet, elle a le monopole de l'initiative en droit de l'Union européenne. En vulgarisation. Attention. Jean, à toi la parole sur... Comment tu l'analyses toi ? Et je rajouterais, pour enchaîner peut-être après, quelle impression ça fait quand
quand depuis des années tu participes en vendant des produits à aider les gens finalement à arrêter de fumer, puisque c'est ça, c'est empirique, et d'un coup on te dit bah non, t'as plus le droit de dire, t'as plus le droit de faire la publicité des produits, c'est terminé. C'est principalement le sentiment d'injustice qui domine, évidemment. On parlait du bug à l'échelle communautaire, mais ce qui est encore plus hallucinant, c'est que les portes sont restées closes et la logique d'antichambre a perduré une fois que la directive est arrivée entre les mains du ministère de la Santé, puisque le ministère de la Santé est allé encore plus loin que ces règles que vous disiez un peu staliniennes, en rajoutant le parrainage et le mécénat. Donc on arrive sur un des régimes de contrôle de la communication autour d'un produit qui est rigoureusement le plus violent et le plus restrictif du monde. Aujourd'hui, la situation est telle que lorsqu'on voit par exemple à l'occasion du mois sans tabac, je ne sais pas si vous l'avez vu, le fameux épisode de Plus belle la vape, plus belle la vie, qui se termine par cette phrase assez banale: la cigarette électronique peut vous aider à arrêter de fumer. On en vient à se demander si Santé publique France n'est pas dans l'illégalité en disant ce genre de choses qui pourtant a été arraché un peu au forceps. Je dirais qu'on est arrivé par la voie du dialogue à le faire rentrer un petit peu dans le mois sans tabac. Donc on est dans une situation ubuesque. À l'échelle des professionnels, c'est très particulier à vivre parce qu'on ne peut plus communiquer qu'entre professionnels. Donc il y a des très beaux magazines qui, à l'époque, quelques mois plus tôt, étaient encore disponibles dans les librairies et qui permettaient au public général de s'informer sur les nouveautés sur le matériel. Et aujourd'hui, on ne peut plus communiquer qu'au sein de salons qui sont réservés aux professionnels et via des publications qui sont réservées aux professionnels. Alors sans aller sur le terrain de la liberté d'expression, puisque celui-ci, on pense bien qu'au final, il sera respecté, il est quand même très très difficile et improbable d'interdire les gens d'échanger sur un sujet de santé publique aussi crucial. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que effectivement, les produits de la vape ne sont pas comme les autres, et nous, professionnels, nous appelons bien évidemment à un dialogue constructif qui permette d'éviter ce copier-coller stupide qui assimile la vape au tabac et qui n'a ni queue ni tête. Il faut donc des règles spécifiques qui nous permettent de continuer à présenter des produits attractifs auprès des gens. Parce que si ça marche aussi bien, c'est pas parce que ce sont des boîtes avec des couleurs primaires qui sont médicalisées. C'est parce que ce sont des produits qui font envie. Et c'est ça qui est un petit peu le déclic chez les fumeurs, c'est qu'ils vont pouvoir découvrir une nouvelle forme de plaisir. Alors, le sujet du plaisir, on l'aborde tous les ans un petit peu à l'occasion de ces rencontres. Maintenant, on tourne un peu autour, mais c'est vrai que c'est très difficile d'en parler parce que nous avons au-dessus de nos têtes l'espèce de monstre de la communication des fabricants de cigarettes dans les années 50, 60 et 70, où aujourd'hui on constate que les logiques de communication, de publicité qu'ils employaient étaient véritablement pernicieuses pour vendre de la mort. On pourrait imaginer que dans une société post-tabac, on puisse s'attaquer au sujet de la publicité des produits du vapotage pour arriver dans une société sans addiction. Ça serait un petit peu projectif et c'est un exercice de réflexion. Mais aujourd'hui, ce qu'il est primordial de faire, c'est organiser un contexte de communication qui soit cohérent, qui ne mette pas le poison et le remède sur un plan d'égalité, comme l'a dit le professeur Rousseau tout à l'heure avec beaucoup d'éloquence, et qu'on puisse garder des produits qui sont attractifs et qui font envie. Parce qu'aujourd'hui, notre métier, nous, professionnels de la vape, eh ben oui, c'est faire envie à des fumeurs en passant par des recettes créatives, du marketing décalé. Et si on doit en arriver là pour que les gens arrêtent de fumer, nous sommes prêts à l'assumer et à défendre cette position jusqu'où il faudra aller. Oui, enfin, il y a un problème, il y a deux problèmes, je crois. C'est un problème de respect du principe constitutionnel de liberté d'expression qui, là, est entravé au-delà de ce qui est nécessaire. Donc, il y a un problème de constitutionnalité, à mon sens, de cette directive-là, de proportionnalité aussi. Et puis, c'est fait largement pour empêcher que les jeunes entrent dans le tabagisme, ce qui est par la passerelle de la cigarette électronique, ce qui est tout à fait légitime, mais encore faudrait-il nous prouver que cet effet de passerelle existe. Et à mon sens, c'est pas convaincant, même si on voit beaucoup d'études qui
qui montre des données où il y a précédence, donc il y a d'abord vapotage et après tabagisme, et où il y a un deuxième élément qui est l'augmentation du risque chez les vapoteurs d'entrer dans le tabagisme, ça ne suffit pas, parce que ça ne permet pas d'éliminer tous les facteurs de confusion, toutes les prédispositions aux deux choses. Donc cette théorie de l'effet passerelle qui est quand même au cœur de cette directive et de cet article sur la publicité, à mon sens, est encore quelque chose qui n'est pas documenté et qui n'est pas consensuel du tout. Si vous me permettez, Alors on est... juste sur la constitutionnalité, puisqu'il se trouve que par ailleurs je suis maître de conférence en droit public à Sciences Po Paris, que j'enseigne notamment le droit constitutionnel. En l'occurrence, les dispositions qui sont la transposition de la directive, elles ont été validées par le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire qu'en droit français, on ne peut pas dire qu'elles sont inconstitutionnelles. Et pareillement pour les dispositions de la directive a été validée par la Cour de justice de l'Union européenne le 4 mai 2016, et notamment elle s'est prononcée sur la compatibilité avec la liberté d'expression qui est contenue dans la Convention européenne des droits de l'homme à laquelle l'Union européenne est adhérente. C'est donc pas sur le terrain du droit, en fait, que si vous voulez mener ce combat, vous ne pouvez pas le mener sur le terrain du droit. Et puis on ne va pas faire un débat juridique là maintenant, ça va être compliqué. Non, il a une importance parce que sinon vous partez sur des combats qui sont perdus d'avance. C'est-à-dire si vous posez tout sur la liberté d'expression, sur l'inconstitutionnalité, sur la non-conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, vous avez perdu d'avance parce qu'il y a des décisions jurisprudentielles qui sont les interprètes authentiques du droit qui ont déjà rendu leurs décisions sur ces questions. Donc c'est une perte de temps, si vous voulez. Le vrai débat, il est sur le plan politique. C'est très bien ce qui a été d'ailleurs la conclusion, qui était celle de l'intervenante. Alors si on revient sur le terrain national, Brice mettait en cause la transposition. Bon, il faut savoir qu'en droit, il y a une obligation de transposition, mais qu'une directive européenne n'est pas un règlement européen. Le règlement, vous êtes obligé de suivre exactement la formulation qui est contenue dans le texte communautaire. Là, ce n'est pas le cas. Vous êtes uniquement astreint à poursuivre l'objectif qui est fixé par la directive, et les États membres ont la liberté de définir eux-mêmes la qualification juridique, la formulation et les moyens pour remplir cet objectif. Donc il se trouve que le Parlement et le gouvernement français, puisqu'il s'agissait d'un texte d'initiative gouvernementale qui a été voté par le Parlement français, ont choisi souverainement l'appréciation que tu évoquais sur l'interdiction de la propagande et de la publicité, qu'ils ont très nettement, comme le soulignait le président de la FIVAP, décalqué la législation sur le tabac, puisque c'est de là d'où vient l'interdiction de la propagande ou de la publicité. Maintenant, la notion de propagande elle-même n'est pas contraire à la liberté d'expression en droit, c'est-à-dire il y a une décision de la Cour de cassation, et il y a aussi des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de justice de l'Union européenne à propos du tabac, on est d'accord, qui ont clairement affirmé que la propagande n'était pas, l'interdiction de la propagande n'était pas en soi contraire à la liberté d'expression, si elle était proportionnée et justifiée par la santé publique. Donc c'est là-dessus que vous pouvez jouer. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est proportionné, etc. S'il vous plaît. Ouais, non. C'est très juridique, c'est intéressant, etc. Mais il faut aller dans le sens des choses. Si vous voulez arrêter de fumer, c'est pas un combat juridique, c'est un combat de la vie de tous les jours. Non, permettez-moi, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on recentre le débat sur vraiment du sens. C'est-à-dire, Brice, je te pose la question, au niveau de l'EDUS, quelle position vous avez claire si on imaginait dans un monde rêvé, et peut-être pas si rêvé que ça, si demain on se disait, OK, on a la possibilité de refaire une loi sur la vape, c'est-à-dire de séparer, de sortir la vape du tabac, et de dire, on repart de zéro. Quelle serait la position de l'EDUS, sachant que ce n'est pas forcément manichéen, ce n'est pas parce que l'EDUS pense que ça serait comme ça, mais quelle serait la position de l'EDUS? Et j'aimerais qu'on fasse à peu près le tour de table là-dessus pour voir si effectivement il pourrait y avoir, comme l'aime le professeur Dautzenberg, des points de consensus et arriver à savoir ce qu'il en serait. Dans un monde rêvé. Déjà, je me baserais moi sur quelque chose d'assez simple là-dessus. Si on avait la possibilité de refaire la loi, je me référerais à ce qu'avait dit Philippe d'ailleurs Prel très bien dans une émission de radio en disant aujourd'hui en l'état des connaissances scientifiques, on sait que la cigarette électronique est moins dangereuse que le tabac et moins dangereuse que l'alcool.
Je dirais qu'au moins la cigarette électronique est déjà au moins les mêmes droits que l'alcool. L'alcool, je suis désolé, quand je vais au travail, je vois des panneaux publicitaires partout. Elle est encadrée, la publicité. Il y a des organismes qui vont autoriser ou non de la publicité parce qu'il ne faut pas qu'elle soit trop haut pour les mineurs, etc. Faisons pareil pour la vape. Permettons justement d'informer qu'il y a une solution pour les fumeurs. Elle peut marcher pour eux. C'est la vape. Où est-ce qu'ils peuvent trouver un magasin de vape? Où est-ce qu'ils peuvent se renseigner sur le matériel? Donc, à minima, moi je trouve qu'on devrait avoir le droit au moins à ce qu'a le droit l'alcool pour sa promotion, sa publicité, sa propagande, parce qu'il y a des soirées en boîte de nuit qui sont faites plus ou moins sous l'égide de certaines marques, etc. Nous, il faut qu'on puisse communiquer. C'est l'important, c'est de pouvoir communiquer sur la vape, que ce soit pour des boutiques en elles-mêmes, mais aussi pour les consommateurs, qu'ils aient le droit, la liberté de s'exprimer comme ils le veulent au sujet d'une marque, de dire que ce liquide-là leur a plu et que cette autre marque ne leur a pas plu. Demain, ils n'ont pas le droit. Avec la loi santé, ils n'ont pas le droit de dire que cette marque de ce fabricant de liquide leur a plu ou ne leur a pas plu, ou il ne leur plaît plus, ils en cherchent un autre. Personne n'aura le droit de leur conseiller, de dire essaye telle marque de tel modèle, peut-être que tu y trouveras quelque chose qui te conviendra. C'est une question donc d'accès à l'information. Professeur Ether, quelles seraient pour vous les grandes lignes d'une règle? On comprend qu'effectivement, ce n'est pas un produit anodin, donc qui a peut-être besoin de certaines règles, mais quelles seraient pour vous les grandes lignes de ces règles? Où seraient les limites dans l'intérêt du consommateur et dans l'intérêt de la santé publique en général? Alors, donc, c'est une réflexion à moyen terme. Comme vous l'avez dit, pour plusieurs années, c'est bloqué, mais c'est pas bloqué. Ça nous donne, d'un côté, c'est un avantage. Ça donne le temps de bien réfléchir, de bien préparer son dossier pour la prochaine étape. On a plusieurs années pour le faire. Et je crois que ce qu'il faut essayer de faire, et je vais y revenir dans ma présentation après, c'est d'obtenir une réglementation des produits qui reflète le continuum du risque, qui est en somme un continuum de la réglementation reflétant le continuum du risque, c'est-à-dire que la réglementation de chaque produit soit adaptée au niveau de risque du produit en question. Donc, clairement, on est là avec un produit qui est tellement moins risqué que la cigarette que ce n'est pas justifié de le réglementer de la même manière. Donc, il faudra arriver, et on a le temps d'établir ce consensus. Je crois que la difficulté principale, en fait, ce n'est pas que la directive est gravée dans le marbre et qu'elle bloque tout. La difficulté principale, c'est le manque de consensus et la difficulté de dialoguer avec la partie adverse. On doit respecter la partie adverse et avec elle élaborer un consensus qui sera imparfait. Par définition, il plaira à personne, mais ça sera le lieu commun où chacun peut s'arrêter. On aura quelque chose qui protégera les enfants. Je crois que c'est la priorité. Ça, c'est indiscutable. Personne ne va discuter ça. C'est un lieu de consensus sur lequel on peut partir, protéger les enfants, et puis, à partir de là, aller aussi loin que possible pour réduire les risques au niveau de la population, tout en permettant aux entreprises, notamment aux petites entreprises, d'innover, de proposer des innovations et d'en informer le public. Jean, à ton niveau, toi, du point de vue des professionnels, qu'est-ce qui te paraîtrait équilibré dans un monde rêvé? À mon niveau, disons que les grandes lignes sont pas suffisantes à notre niveau parce que nous avons des intérêts économiques extrêmement tangibles qui rythment et qui règlent un peu nos vies. On représente à peu près 10 000 emplois directs et indirects en France tout de même. Concrètement, là, à chaud, je pense à 3 mesures à peu près qui pourraient être mises en place autour d'un débat. Premièrement, la sanctuarisation des points de vente. On l'a vu tout au long de la journée, la majorité des fumeurs qui cherchent à se sevrer, à arrêter, à changer leurs habitudes de consommation, ne font pas forcément appel à un professionnel de santé et aujourd'hui, pour une bonne partie, se rendent en boutique spécialisée. Je pense que le point de vente, la boutique spécialisée de produits du vapotage doit être une espèce de parenthèse préservée dans laquelle la parole doit être libre et il doit être autorisé d'essayer tous les produits. Il ne faut pas qu'on se retrouve comme au Canada ou en Belgique où les gens sont obligés d'aller faire les essais des liquides sur le trottoir. En France, ce n'est pas le cas, mais c'est quelque chose qu'on doit absolument éviter. On ne doit pas du tout tomber dans ces travers-là.
Donc je pense qu'il faut accorder, via des ajustements légaux, une protection aux points de vente spécialisés. Ensuite, je pense qu'on pourrait imaginer un système de communication qui ciblerait explicitement les fumeurs. C'est un peu ça dont on a peur aujourd'hui, c'est de faire rentrer les gens dans le tabagisme. Alors même si les effets passerelles ne sont pas prouvés, on pourrait imaginer des formules de communication qui, de façon explicite, s'adressent aux fumeurs. Voilà, cette publicité s'adresse aux fumeurs, tout simplement. Ça mettrait les choses au clair. Évidemment, ça n'empêcherait pas les non-fumeurs de recevoir le message, mais au moins ça poserait un contexte qui me semble mesuré, juste. Et puis enfin, je pense qu'il faudrait que des publications spécialisées soient offertes au grand public. Parce qu'aujourd'hui, il est clair que sur Internet, on va pouvoir accéder à l'ensemble de l'information. Je ne vois pas pourquoi des usagers qui n'auraient pas forcément accès à Internet ou qui seraient attachés à des modes de consommation de l'information à l'ancienne, entre guillemets, ne pourraient pas acheter un magazine qui parle de produits du vapotage. Parce que finalement, après, on passera aux questions du public. Une dernière question. Alors, je voudrais quand même réagir aussi là-dessus, n'est-ce pas? Donc, puisqu'il s'agit de refaire la loi. Alors, évidemment, comme c'est sur le domaine du rêve et que vous avez compris que je me situe dans le domaine du réel, mais bon, j'irai sur la synthèse que proposait le professeur Dotzenberg, le rêve réaliste. Alors allons dans le rêve réaliste. S'il y a une nouvelle loi, il faut d'abord comprendre qu'il y aura une exigence, c'est qu'elle respecte la directive. Donc, tant que la directive n'est pas modifiée, la loi ne pourra pas déroger à la directive, sinon elle sera tout simplement annulée, puisque le droit européen est supérieur au droit national. Deuxièmement, il faut trouver... Oui, bien entendu, oui. Deuxièmement, il faut trouver un véhicule législatif adéquat. Parce qu'on ne peut pas faire passer des modifications d'une loi de santé dans n'importe quel texte. Vous l'avez vu, c'est ce qui a été tenté pour les boutiques, dont parlait le président de la FIVAP avec un amendement à la loi Sapin 2, et ça a été annulé. Pourquoi? Parce que c'était dans un texte qui n'avait rien à voir, justement, avec cet objet. Donc ça a été déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Donc il faut identifier le bon véhicule législatif, il faut que ce soit conforme à la directive, et dans ce cadre-là, maintenant, rêvons. Nous sommes sur la ligne qui a été prise par un groupe de consensus de l'Alliance contre le tabac, qui a été présidé par le professeur Dotzenberg, que vous connaissez bien tous. Et c'est très simple, c'est le soutien à la législation existante, sauf en effet pour les lieux de vente où nous estimons qu'il est possible de faire de la publicité. Donc voilà ce qui est la position qui était admise par tous les membres du groupe de travail présidé par le professeur Dotzenberg et qui comprend toutes les organisations membres de l'Alliance, y compris les plus favorables à la cigarette électronique. Merci. Donc la position, pas de publicité indirecte, pas de propagande pour le vapotage. C'est ça. Pour l'instant, le groupe de travail a été un groupe, moi je n'étais pas membre du groupe, donc j'en parle avec encore plus de liberté, mais qui comprenait des représentants de toutes les organisations membres de l'Alliance, dont la présidence était confiée à Bertrand Dotzenberg, que vous connaissez bien, et la position a été le soutien à la législation existante, sauf pour les lieux de vente. Voilà, c'est la position de consensus. Votre consensus. Au niveau, donc Brice, je voulais te poser une question, j'ai presque failli oublier. Les consommateurs ont découvert la vape grâce aux boutiques, bien sûr, mais grâce aux forums, grâce à des échanges, grâce à une liberté de communication. Le fait qu'il y ait interdiction totale et où finalement les éléments émetteurs vont être quelques médecins téméraires, mais pas forcément toujours bien renseignés quand on en donnait parler à Anne Born tout à l'heure, et puis les autorités de santé, est-ce que c'est finalement, ça va être suffisant pour des fumeurs, pour aller à la vape, et est-ce que même en termes de sécurité, d'usage des produits, est-ce que c'est quelque chose de suffisant finalement, de s'en remettre aux autorités de santé et à quelques personnes qui pourraient avoir le droit à une coupe. Excuse-moi. Voilà. Pour redire... Donc en effet, donc sur le point de vue, voire même au-delà, parce que quand la cigarette électronique est apparue en France, vers 2007-2008, il n'y avait pas encore de boutiques physiques. Les boutiques physiques sont arrivées bien plus tard, quasiment 2 ans après. Donc Internet était vraiment l'endroit pour se documenter, se renseigner et se fournir en cigarette électronique et en e-liquide.
Bon, il n'y avait même pas de liquide à l'époque, c'était des cartouches. Mais du coup, je me suis toujours dit que la cigarette électronique venant d'Internet, on ne pourra jamais l'empêcher de continuer et de s'exprimer sur Internet. Et je pense que ça sera le cas. Il y a beau avoir ces lois et contre la propagande, je vois pour mon forum, je pense pour les autres forums, pour les autres lieux d'expression, ce qu'on fait est utile, ce qu'on fait sauve des vies, et je ne vois pas pourquoi je l'arrêterai, parce que la loi me dit tu n'as pas le droit d'être trop positif sur la cigarette électronique, tu n'as pas le droit... Non, ce que l'on fait, c'est tous les jours 50, 60, 70 personnes qui viennent, qui s'inscrivent, qui arrêtent de fumer, c'est utile. Donc pour moi, il faut continuer le combat, même si la loi passe, on verra ce que ça donne en justice, on continuera, et on essaiera de toujours sauver des fumeurs du tabac. D'accord. Donc on voit au niveau des consommateurs, finalement, ils vont essayer en tout cas de continuer à se débrouiller ensemble, ne sachant pas très bien ce que le sort leur réserve et qui pourrait leur tomber dessus. Professeur, au niveau de... On interdit un produit, on légifère sur un produit comme ça. Quel est l'effet sur la population en général ? Qu'est-ce que ça veut dire pour une population, un produit interdit ? Est-ce que ça a un effet négatif ? Pour répondre à la question, il faudrait que les mesures soient accompagnées d'études d'évaluation et qu'on ait un flux constant, en somme, de retour sur les impacts au niveau de la population. Sans ça, on est contraint d'avoir des suppositions. Or, les études d'évaluation de l'impact de ces législations n'existent pas encore, vu qu'elles viennent d'entrer en vigueur, en fait. On peut supposer, après, on en est réduit aux suppositions. Évidemment que si on ne laisse aux personnes qui sont dépendantes du tabac et qui ont besoin de nicotine, qui ne peuvent pas s'en passer, que l'alternative entre fumer ou utiliser des substituts nicotiniques, puisque les autres produits sont soit restreints, soit interdits à la vente, comme en Suisse pour ce qui est des liquides nicotinés, alors les personnes dépendantes du tabac, ils vont fumer, puisque les substituts nicotiniques, comme on l'a dit, existent depuis 40 ans, sont efficaces, il faut les utiliser et les recommander, mais d'une perspective de santé publique, ce n'est pas les médicaments qui vont résoudre le problème. Donc on va évidemment contre l'objectif de réduire au maximum la combustion si on entrave les concurrents de la combustion. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? J'ai une question, légalement, qu'est-ce qu'on risque maintenant? J'ai bien compris que c'était en cours de débat et qu'il y avait un groupe de travail, notamment mené par Sauvat, qui a été créé dans ce cadre. Qu'est-ce qu'on risque aujourd'hui, demain, réellement demain, si on parle positivement de cigarettes électroniques dans quelques médias que ce soit, YouTube, Facebook 100 000. A priori, ce qui est écrit dans la loi, c'est un procès, 100 000 euros. C'est là aujourd'hui où les choses peuvent changer. C'est que justement, si le forum, si un reviewer se fait attaquer, derrière, le juge peut faire évoluer les choses, peut se déclarer incompétent, saisir le Conseil d'État, dire en effet, je trouve que c'est peut-être un peu disproportionné, et du coup, il peut y avoir, du moins le juriste confirmera. Allez-y, alors j'y vais. Non, la loi n'est pas immuable, aucune loi est immuable. Hein. Elle est immuable tant qu'elle n'est pas modifiée. C'est-à-dire, pour l'instant, elle existe. Par contre, pour la modifier, on ne peut le faire que dans un texte de même valeur, c'est-à-dire par la loi, et donc on ne peut pas la modifier par une décision de justice, et on ne peut pas la modifier non plus par un décret ou par une circulaire qui a une valeur juridique inférieure à la loi. Et il faut, c'est la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui l'impose, il faut une loi qui ait un objet qui est identique, si vous voulez, c'est-à-dire soit on le fait passer dans une loi de santé, mais il n'y en aura pas une avant 3-4 ans, soit on le fait passer dans une loi où il y a suffisamment de dispositions qui concernent la santé pour qu'un amendement qui modifierait quelque chose ne soit pas déclaré, c'est ce qu'on appelle un cavalier législatif, une mesure qui n'a rien à voir avec l'objet de la loi et qui, de ce fait, serait déclarée contraire à la Constitution et annulée. Ce sont les seules possibilités sur le plan légal de modifier. Pour les sanctions, pour répondre à votre question aussi, 100 000 euros, c'est
est un maximum, et si c'est caractérisé par le juge, là on retombe par contre sur le juge, comme de la propagande ou de la publicité indirecte. Donc là, tout est question de qualification juridique des faits, c'est-à-dire ce que vous avez dit, comment le juge va l'apprécier et le qualifier. Est-ce qu'il va le qualifier de publicité indirecte ou de propagande? Donc il y a là évidemment une marge. Pour l'instant, on ne peut pas répondre. Il n'y a pas de jurisprudence sur la question suffisamment claire. Sur le tabac, il y a des jurisprudences sur la propagande. Mais elles ne sont pas pour autant très claires au demeurant. Ce qu'on peut dire, c'est que globalement, la propagande a été assimilée à la publicité et n'est pas une notion vraiment différente dans la jurisprudence, notamment une décision du Conseil constitutionnel qui le dit très clairement. Ce qui fait que si c'est le cas, et ça reste évidemment à déterminer, il ne sera pas interdit d'avoir un discours positif, comme vous l'évoquez, pour la VAP, si ce n'est pas une communication commerciale et si on n'établit pas qu'elle est en effet complètement dénuée d'un certain équilibre, puisque c'est vrai que dans la jurisprudence, il y a des notions d'équilibre. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une épée de Damoclès qui pèse au-dessus de tous les communicants de la VAP à l'heure actuelle. Elle existe en droit aujourd'hui. D'accord. C'est tout pour moi. Vous parlez de publicité et vous parlez aussi de propagande. Mais l'information toute simple, nous on participe beaucoup à des réunions où on donne des informations qui ne sont pas du tout de la publicité, encore moins de la propagande, avec ce côté péjoratif attribué à ce mot. On donne l'information scientifique. On dit ce qu'on pense, on dit ce qu'est le reflet de la science actuelle. Bon, il se trouve que c'est positif pour la VAP, mais ça c'est involontaire. On donne l'information. Qu'est-ce qu'on risque là ? Non, pour l'instant, vous risquez rien, a priori, puisque d'abord, voilà, on n'a pas les jurisprudences sur la VAP, donc il est difficile de répondre. Mais si on décalque ce qui existe sur le tabac, puisque c'est sur le tabac qu'existe cette interdiction de la propagande et de la publicité, et qu'on a des jurisprudences qui ont utilisé la notion de propagande, il s'agissait de publicité en réalité, et la notion a été utilisée comme un synonyme par des tribunaux. Donc si vous parlez de ce que vous faites, de l'explication scientifique, etc., a priori, il y a peu de chances que cela soit caractérisé la propagande, mais on ne sait jamais. Hein. Vous savez, avec la justice, on a une très grande expérience à DNF. Il nous arrive de perdre dans des affaires tout à fait imperdables. Tout dépend du juge. On a perdu très récemment, on peut le dire, devant la Cour de cassation, n'est-ce pas, qui a estimé qu'une émission de télévision dans laquelle tout le monde fumait n'était pas en soi de la propagande pour le tabac. Donc après tout, peut-être que l'épée de Damoclès existe ou n'existe pas, cela dépendra des juges. Ceci étant dit, on est dans un système de droit, c'est-à-dire il y a possibilité de faire appel et d'aller en cassation. En l'occurrence, nous, on a perdu en cassation. Alors nous sommes à nouveau dans le juridique. On va faire une dernière question parce qu'on a épuisé notre temps. Bonjour Xavier, je suis propriétaire de magasin. Alors c'est pas une question, je voudrais revenir sur le premier sommet de la VAP où je ne sais plus le nom de ce monsieur de DNF nous avait montré à l'époque, souvenez-vous, des photos, des publicités pour la cigarette électronique où il avait fait le comparatif en fait avec le tabac. Parce qu'effectivement, ces photos ressemblaient très pour très à la publicité du tabac. C'était des publicités de l'industrie du tabac qui vendaient de la Voilà, c'est là où je veux en venir. C'est qu'on lui avait expliqué que ces publicités étaient faites par l'industrie du tabac pour les cigarettes électroniques de l'industrie du tabac. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a cette histoire de propagande et il y a cette histoire de publicité qui est interdite. Moi, personnellement, en tant que propriétaire de shop et vapoteur, je veux dire, la pub, j'en ai rien à faire. Pourquoi ? Si on regarde juste avant, qui a fait de la publicité à TF1 à 20h30 ? L'industrie du tabac. Qui a les moyens, dans la VAP libre que nous on représente, de payer 100 000 € par spot publicitaire à 20h30 ? Personne. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens ont arrêté de fumer parce que depuis 20 ans, il n'y a pas de pub pour le tabac ? Non. Est-ce que les gens continuent à venir en boutique acheter des liquides et des cigarettes électroniques depuis l'interdiction de la pub ? Oui. La meilleure pub chez nous, c'est le bouche-oreille. Depuis 4 ans, il y a eu une petite baisse et c'est de nouveau reparti. Et les gens viennent en magasin, ils viennent de la part d'eux. Donc je ne pense pas que le problème de la pub
ça soit franchement un problème. Maintenant qu'on puisse pas en parler, là c'est différent. Là effectivement, si on risque quelque chose comme un médecin qui va dire à son patient passez à la cigarette électronique, effectivement, là ça va pas. Mais défendre la publicité pour que demain on retrouve de la pub dans les journaux, à la radio et à la télévision, laissez tomber. Ça va pas nous servir, ça va servir à l'industrie du tabac. Il y a qu'eux qui ont les moyens de faire ça, pas nous. Alors c'est un point effectivement c'est un point de débat effectivement et qui doit remonter dans l'ensemble des discussions. Il faut savoir que quand même quand on interdit un produit, ça envoie quand même un message de méfiance pour ce produit. Et il y a une vraie problématique, et c'est Françoise qui l'évoquait tout à l'heure, on a tous vécu ça en tant que vapoteur, c'est la communication à l'entourage. C'est-à-dire que quand on est dans un univers anxiogène, que l'interdiction de publicité contribue à créer, à un moment donné, ça va pas créer des entourages plutôt favorables à la personne qui va essayer la vape pour arrêter de fumer. Donc c'est toujours pareil, c'est une question d'équilibre. Maintenant, effectivement, l'industrie du tabac est là et c'est aux professionnels effectivement à jouer avec ça, à faire attention. Et je veux simplement rajouter un dernier mot. C'est dans tous les domaines d'activité que le bouche à oreille est la meilleure des pubs. C'est pas seulement dans la vape, c'est dans tous les domaines d'activité. Et également, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas que la publicité pour les boutiques, il y a aussi également pour différentes gammes, pour des nouveaux qui se lanceraient dans les liquides. Si on ne marche que par le bouche à oreille, la personne qui n'a pas Internet ne connaîtra pas les différentes nouvelles marques, les différents arômes qui vont sortir d'une autre marque, elle ne connaîtra que celle de sa boutique. Et avec un risque du coup d'échec, si elle se lasse et qu'elle n'a pas découvert d'autres... donc, il y a la notion de publicité pour une enseigne et il y a aussi la notion de publicité pour le produit en lui-même. Il faut quand même... Ce qui se passe en Angleterre avec Switch to Vaping, on va être obligé de clôturer. On va être obligé de couper là. Mais il y a quand même un point qui est très important. Si la publicité est interdite, ça veut dire quoi pour le commun des mortels? Ça veut dire que c'est dangereux. Donc comment on va convertir les fumeurs? Ça c'est là où est le plus gros problème.